Monde. Je pense qu'on a récupéré la technique, on va pouvoir commencer. Merci d'être venu ce soir. Merci. Ce soir à la librairie Monet où on reçoit Martin Michaud. C'est pas moi qui te reçois. C'est à peu près ça. J'ai l'impression qu'on se voit tellement souvent que c'est à peu près ça. Alors, on reçoit Morgane Marvie. Je pense que vous le connaissez tous, mais je vais quand même faire une courte présentation de ce qui a été écrit, de ce qu'il a gagné, histoire de lui faire prendre un peu la grosse tête 2 minutes. Alors, 7 romans, si j'ai bien compté, donc 4 dans la série de Victor Lessard. Les prix, alors le prix Arthur Ellis, le prix Sympacom, le prix Coup de cœur Sympacom, le prix Ténébris, finaliste sur des prix en France aussi. Donc, succès qui monte, qui monte, qui monte. Et le dernier, Quand j'étais Théodore Seaborn, qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps et qui a déjà une presse excellente. Et on s'était donc dit à la librairie qu'on allait l'inviter pour qu'il nous en parle un peu plus. Je vais commencer par te demander, peux-tu nous dire en quelques mots l'intrigue de Quand j'étais Théodore Seaborn? En quelques mots. Quelques mots. Ça va être dur. En fait, c'est assez simple. En fait, c'est l'histoire de Théodore Seaborn. Un peu plus, s'il te plaît. Quelques mots de plus. Théodore Seaborn, jeune publicitaire, début de la trentaine, marié, petite fille, a vécu à 100 000 à l'heure, quelqu'un qui a eu beaucoup de succès dans sa carrière, et à un certain moment, il va faire la rencontre de quelqu'un, je dirais pas fondamentalement qui il va rencontrer, mais cette rencontre-là va être marquante et il va en fait faire en sorte qu'il va commencer à être obsédé par cette personne-là, au point de commencer à la suivre, au point de soupçonner que cette personne-là fait partie d'une cellule terroriste, et au point de éventuellement se retrouver à Raqqa, dans le fief de l'État islamique en Syrie. Alors, c'est à peu près ça. Pourquoi avoir choisi ce personnage-là, qui est de Théodore Seaborn, qui est un personnage qui vient du Liban, donc quelqu'un issu de l'immigration? C'était quoi ton idée au départ? Comment il est venu ce personnage-là? En fait, il faut quand même que je vous raconte, avant de raconter comment ce personnage-là est venu, comment j'ai trouvé le nom de Théodore Seaborn, qui est un nom pour moi extraordinaire et cinématographique. Un jour, j'étais à une partie de football. Mon fils joue au football pour le Collège Notre-Dame. J'étais assis dans les estrades et j'entendais constamment « Et quelle course de Théodore Seaborn, le numéro 11 des Cactus, un gain de 12 verges. » Et donc, Théodore Seaborn, c'est un joueur dans l'équipe de mon fils. Et j'étais en train d'écrire le roman. Je n'avais toujours pas de nom pour ce personnage qui, éventuellement, depuis ce temps-là, porte le nom de Théodore Seaborn. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé le nom de Théodore. Quant à la naissance du personnage, et évidemment de son passé, tu évoques le fait que Théodore a des racines, libanaises. En fait, l'idée, dans le fond, de ce roman-là, à la base, c'est vraiment la quête de quelqu'un qui est à un point tournant de sa vie, quelqu'un qui est en train, qui a frappé le mur en fait, et qui est en remise en question. Et c'est quelqu'un qui s'est déconnecté pour des raisons qu'on comprend dans le roman, je l'espère, d'une partie de sa vie antérieure. Et fondamentalement, donc, appelons ça le cheminement, peut-être qu'on pourrait même appeler ça le chemin de croix que Théodore va subir tout au long du roman, ça va l'amener à reconnecter sur sa véritable identité et également sur la personne en fait qu'il est deep down inside, là, donc vraiment à l'intérieur. Et donc c'est ça que je voulais explorer à travers le personnage de Théodore. C'est évidemment, puis là j'essaie de pas trop en dire, mais donc il a des racines libanaises, il a des racines musulmanes. À travers ce roman-là, donc il va d'une certaine façon redécouvrir ça. Puis le Théodore qu'on connaît à la fin du roman, c'est évidemment quelqu'un qui est fondamentalement différent de cet être en crise existentielle du début, qui est limite suicidaire. Donc
tout ça. Je me tais. C'est, à mon avis, ton roman le plus accompli et surtout le plus dangereux pour toi, à mon avis, parce que c'est quand même un sujet difficile, l'État islamique, l'islam, etc. Est-ce que tu as hésité avant de t'en lancer dans le projet ou est-ce que pour toi c'était une évidence, il fallait que tu le fasses? Les deux, pour être honnête. J'ai commencé à travailler finalement sur les prémices de ce roman-là au mois de septembre-octobre l'année dernière, quand j'ai fini Violence à l'origine. Puis j'avais donc les prémices de l'histoire, j'avais commencé à écrire un plan. Et là, bon, j'avais commencé à imaginer finalement, là, je travaille toujours comme ça, je fais un plan, puis après ça, j'imagine comme les blocs principaux de l'intrigue. Et donc, j'avais quand même quelque chose d'assez structuré quand est arrivé en janvier, là, les événements qu'on connaît, Charlie Hebdo et tout. Puis là, à ce moment-là, j'ai quand même eu des doutes. En fait, avant ce moment-là, j'en avais pas eu. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, c'est quand même un sujet effectivement délicat. Et j'avais toujours eu l'impression que l'angle que j'avais pris dès le départ, c'est-à-dire le fil d'Ariane, pour moi, du roman, c'est vraiment Théodore et c'est vraiment son humanité. Et c'est ça qu'on va suivre dans le roman. Mais donc, oui, j'ai commencé à me dire, OK, est-ce que je continue? Puis j'ai eu une discussion justement à un moment donné avec ma blonde puis mes enfants, puis je leur disais, bon, je fais quoi, tu sais? Puis ils me disaient, ben non, c'est sûr, tu continues. Et donc, j'ai commencé à écrire en janvier. Et j'ai fait le Salon du Livre de Québec où j'ai participé à une table ronde avec comment s'appelle-t-il déjà? Un romancier français très connu, Maxime Chatham, voilà. Puis finalement, sur scène, on a découvert tous les deux qu'on était en train d'écrire un roman sur l'État islamique. Et donc ça m'a aussi réconforté dans le fait que c'était quelque chose de pertinent. Puis moi, depuis le début, depuis mes premiers pas dans le monde de la littérature, puis je dis pas ça en laissant sous-entendre que ça fait 40 ans que je suis là-dedans, mais quand même, bon, c'est mon 7e roman, puis depuis le tout début, j'ai toujours essayé, quand j'écris un roman, de parler de quelque chose qui m'intéresse, qui me tient à cœur, d'un intérêt personnel. Je pourrais vous faire la liste de tous mes romans et vous nommer ces intérêts-là, puis d'une certaine façon, ben, j'étais rendu là. Et donc, puis je vais te repasser la parole, mais au fond, tu sais, le roman était déjà écrit et il venait d'être publié quand sont arrivés les attentats de Paris. Évidemment, c'est extrêmement étrange quand on vient de sortir un livre puis qu'on assiste à ces événements-là. Puis évidemment, outre le fait qu'on est troublé puis qu'on est choqué par ce qu'on a vu, dans mon cas, en plus, ça revêt une caractéristique particulière de savoir qu'au fond, bon, puis le roman parle pas du tout de ce genre de terrorisme-là, c'est plutôt une menace biotechnologique dans le roman, mais malgré tout, c'est ça, de voir que la réalité dépasse la fiction, c'est effectivement quelque chose un peu de surréel. Ça m'a pris, en fait, quelques jours à l'absorber, puis en fait, j'ai dit à mon éditeur, moi je fais plus de promo, je ne veux plus faire de promo, puis bon, après ça, quelques jours ont passé, puis le Salon du Livre, finalement, m'a un peu réconcilié avec tout ça, mais ouais, c'est assez particulier. Mais moi, je te l'avais dit au Salon, quand on s'est vu, moi je l'ai commencé avant les événements de Paris. J'étais en pleine dedans pendant, puis je suis française en plus, donc c'est vrai que quand moi je suis repartie dans le roman le lendemain, avec ces personnages français qui disent mais la France est une des cibles principales, ouais. Je le lisais, ça prenait une valeur beaucoup plus forte que 3 jours avant, mais du coup ma question c'est est-ce que justement le polar pour toi ça sert pas aussi à ça, le polar pour toi et d'autres à en quelque sorte informer le public, à parler des problèmes actuels? C'est drôle hein, parce qu'on me pose ces questions-là de roman en roman, puis j'ai comme l'impression que ma réflexion à cet égard-là s'affine de fois en fois, mais au point où j'en suis maintenant, ce que j'en pense, c'est que ça fait partie d'une certaine façon. En fait, je suis peut-être
capable de mieux le nommer maintenant, mais pour moi, au fond, ça fait partie de ma démarche. Tu sais, la violence, elle est partout. Elle est constante. On n'a qu'à ouvrir la télé ou à ouvrir une fenêtre sur Google, puis je veux dire, on parle des attentats de Paris parce que ça nous touche particulièrement, parce que, bon, Paris, ça représente, pour nous qui sommes francophones, ça représente quelque chose de particulier. C'est également, Paris, un symbole dans le monde, c'est un symbole de liberté, donc ça nous touche beaucoup. Mais moi, il n'y a pas que cette violence-là qui me touche. Chaque jour, on a des articles ou des reportages où on voit, par exemple, la violence qui est faite par Boko Haram. On voit des attentats un peu partout ailleurs dans le monde. Un jour ou deux avant les attentats de Paris, il y a eu des gros attentats au Liban. Puis on pourrait parler de la violence qui est relative au cartel, la drogue, qui font des centaines de morts. Des centaines de morts dans des villes. Il y a des villes au Mexique où il y a des centaines de personnes qui disparaissent chaque jour, qu'on ne revoit plus. Et donc, tout ça pour dire que, oui, je pense que d'une certaine façon, ce que je fais dans mes romans, c'est de prendre une espèce d'instantané du monde dans lequel on vit, parce que pour moi, c'est important que mes romans s'inscrivent dans la réalité, s'inscrivent donc dans notre temps à nous. Hein. On partage ce temps-là. Hein. On est tous en vie sur la Terre présentement en 2015. Et pour moi, ça fait partie de la démarche de mettre le projecteur sur ce que moi je trouve laid, puis d'explorer finalement ces ténèbres-là, et d'être un espèce de témoin, d'une certaine façon, de prendre la caméra puis de dire aux gens, ben regardez, ça c'est laid. Puis je pense qu'on a comme deux choix comme romancier face à cette violence-là. On a le choix de l'ignorer, de faire semblant qu'elle n'existe pas, puis auquel cas, ben, on n'écrit pas de romans policiers. Puis si on écrit des romans policiers, ben au fond, on a le choix inverse qui est de la montrer, cette violence-là, puis d'espérer qu'en la montrant, d'une certaine façon, on arrive un peu à l'occulter. Puis est-ce que dans les polars que moi j'aime, je pense que il y a aussi la montrer, cette violence, et peut-être la rendre moins simple. Ce que tu fais, moi je pense, quand j'étais Theodore Seaborn, c'est-à-dire de ne pas dire c'est facile, il y a les gentils, puis il y a les méchants, et puis voilà, et les méchants, ils sont pas gentils. Point. Mais tu vois, c'est drôle parce que moi-même, après les attentats de Paris, j'étais dégoûté de ce qui s'est passé, puis mon premier réflexe, c'était de dire, c'est des estis de fous. Puis je me suis trompé dans mon roman. Je me suis trompé parce que, dans le fond, j'ai essayé de dépeindre certains de ces terroristes-là comme étant finalement des personnes qui ne sont pas complètement manichéennes, chez lesquelles il y a encore une touche d'humanité, qui peuvent, dans certains cas, être des bons pères de famille. Je pense qu'aucun de tes personnages est entièrement... Non. Il est toujours mais je me reprochais, après les attentats de Paris, d'avoir fait ça comme ça, puis de ne pas avoir fait des espèces de terroristes unidimensionnels, crapuleux, etc. Puis en fait, je pense que c'est ça notre premier réflexe. Devant l'horreur, on a toujours tendance à vouloir se rassurer. Puis ce qui nous rassure, c'est justement de se dire que c'est des estis de fous. Excusez mon langage, mais si on regarde ça plus froidement, il y a évidemment ces jeunes-là qui sont le produit d'une société qui est la nôtre, qui sont radicalisés. Puis c'était vraiment intéressant parce que j'ai écouté plein de trucs récemment là-dessus. Puis vous le savez sans doute, là, il y a une espèce d'observatoire contre la radicalisation qui a été fondé au Québec, à Montréal, dans les derniers mois. Et c'est super intéressant de voir comment on est capable de déradicaliser plein de ces gens-là qui sont finalement sur le bord de basculer vers la violence. Et on peut les déradicaliser finalement de façon assez simple parce qu'ils sont instrumentalisés par des gens qui leur plantent certaines idées bien précises dans la tête. Puis fondamentalement, quand on gratte autour, on se rend compte que ces jeunes-là connaissent pas du tout finalement le Coran, connaissent pas du tout l'islam. Et donc, on se rend compte que c'est vraiment des éléments extrêmement pointus qu'on a réussi à aller
planté dans leur cerveau et d'une certaine façon, pour eux, ça comble un vide. Et c'est sur ce vide-là qu'il faut travailler. Et fondamentalement, il y a des idéologues derrière ces jeunes-là, derrière les gens qu'on radicalise, et qui, eux, en fait, se battent sur le terrain des idées. Et donc, oui, il faut peut-être, dans notre approche, pas seulement avoir l'approche de dire c'est des fous, on va leur taper sa gueule, on va les mitrailler, on va envoyer des bombes, parce que, bon, vous savez, envoyer des bombes sur Raqqa, ça peut sembler être une solution efficace pour affaiblir l'État islamique, et ça marche probablement. Mais par contre, c'est clair qu'en envoyant des bombes sur Raqqa, ben, on tue des familles, des enfants, des civils qui sont prisonniers à cet endroit-là. Donc, il faut, je pense, travailler à deux niveaux, c'est-à-dire qu'il faut évidemment que, puis là j'ai l'air d'une espèce de sociologue, là, c'est pas, mais fondamentalement, c'est ça, il faut proposer des contre-scénarios à ces jeunes qui se font radicaliser, et il faut battre les idéologues qui les embrigadent sur leur propre terrain, et ce terrain-là, c'est celui des idées. Et c'est là où je trouve qu'on se trompe quand on ne regarde la situation que d'une façon manichéenne, puis qu'on suit notre première impulsion de dire hey, c'est des malades, il faut les éradiquer. T'sais, ça va plus loin que ça. Et comment, en tant qu'auteur, on les crée, ces personnages-là, pour qu'ils soient justes, c'est-à-dire pas trop sympathiques non plus, parce que ils ont, dans le livre en tout cas, c'est quand même des meurtriers, mais en même temps, c'est ça, pour qu'ils soient équilibrés à tel point que le lecteur le lit et fait, ça sonne juste, c'est ça que... Oui, bien en fait, ça évidemment, c'est une ligne sur le bord d'un précipice, puis on peut tomber dans le précipice assez facilement, mais dans le roman, il y a un pivot, puis ce pivot-là, c'est un enfant. C'est le fils d'un terroriste, puis il arrive un événement dans le roman qui fait en sorte que le terroriste va avoir une sympathie naturelle pour Théodore, parce que Théodore a posé un geste de bonté envers cet enfant-là. Et pour moi, c'était ça la façon justement de marcher sur la ligne sans basculer, c'est de m'attacher à cette humanité-là, humanité naturelle d'un père pour son fils, qu'il est prêt pour certaines considérations à sacrifier pour une idéologie, mais en même temps, il y a un amour quand même du père pour son fils, du terroriste pour son fils. Donc, c'est là où il y avait moi, c'était mon matériau, c'était ça ma matière. C'est là-dessus que j'ai voulu travailler. Puis ce personnage-là, le personnage du jeune garçon, pour moi, était vraiment, vraiment au cœur du récit. Puis c'est autour de lui vraiment que la relation entre Samir, qui est le terroriste, et Théodore tourne. C'est vraiment le pivot central. Mais ce roman-là, moi j'ai l'impression que c'est celui aussi sur lequel tu as dû le plus travailler pour au niveau de l'écriture, mais au niveau de la recherche. Parce que j'imagine que quand tu t'es dit, bon, est-ce que je le fais ou pas, tu t'es dit aussi, là j'ai intérêt à travailler fort pour que ce soit... pour que mes informations soient justes. Est-ce que c'était beaucoup de recherche? Est-ce que tu t'es fait beaucoup relire? Oui, ben en fait, c'est ça. C'est le genre de roman où tu peux facilement te casser la gueule. Et donc, pour moi, c'était fondamental que, d'une part, quand je décris une ville que je n'ai pas visitée, puis pour des raisons évidentes, là, le Club Med de Raqqa, présentement, c'est pas très hot. Et donc, oui, c'est ça. J'ai écouté énormément de films qui ont été tournés par des combattants. Parce que bon, maintenant, on est en 2015, on fait la guerre avec des fusils, mais également avec des caméras sur le sac à dos. Donc, j'ai regardé beaucoup de ces films-là pour comprendre l'ambiance, pour être capable de la restituer. Par exemple, juste être capable de comprendre à quel point c'est terreux, puis il y a de la poussière dans l'air et tout. Ça, c'est donc effectivement une chose. L'autre élément qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'à un certain moment donné, il y a un reporter britannique qui a été invité par l'attaché de presse de l'État islamique, parce que oui, l'État islamique, c'est un organisme très structuré. C'est ce qui fait, en fait, d'une part, une part de son succès,
parce qu'il faut comprendre que l'État islamique, quand ils rentrent dans une ville, ils prennent possession de tout, des institutions, des mosquées, évidemment du commerce. Et donc, ils ont invité un reporter à venir passer 3 semaines et à les suivre sur le terrain. Donc, j'ai regardé ça, évidemment, avec beaucoup d'intérêt. Et ce que vous retrouvez, au fond, dans le roman, l'espèce d'idéologie de ces terroristes-là, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, parce que pour moi, justement, ça faisait partie du piège, c'est-à-dire de vouloir mettre, dans le fond, dans leur bouche des mots qu'on pourrait qualifier d'exagérés ou de too much. Alors vraiment, ce que je leur fais dire quand ils parlent de leur idéologie, c'est vraiment ce qu'eux-mêmes disent à la caméra. Quand, par exemple, un des personnages dit la charia ne peut pas être mise en place sans les armes, ben c'est ce qu'ils disent avec des mitraillettes à la main. Donc oui, le travail de recherche a été considérable. Mais je dirais que le plus gros travail, ça n'a pas été ça, ça a été vraiment de... Parce que ce roman-là, je l'ai vraiment bâti peut-être de façon un peu différente de mes autres. Donc, il a vraiment été construit autour des personnages d'abord. Et autour de Théodore, autour de Samir, autour du jeune garçon, autour d'un autre personnage qui s'appelle Naila. Parce que, bon, il y a une histoire de double dans Théodore, puis il y a une métaphore autour de ce double-là. Théodore porte 2 noms, c'est pas pour rien. Donc, cette espèce de dualité-là, elle est présente à plusieurs niveaux dans le roman. Et Naila est d'une certaine façon l'autre face de Théodore. Donc, à la limite, on pourrait même prétendre que c'est la face féminine du même personnage. Donc, c'est ça. Ça a été vraiment le gros du travail pour moi. Ça a été sur les personnages. Mais oui, c'est vrai que j'ai fait relire par plein de monde parce que j'avais peur de cette phrase qui me semble anodine à moi, mais qui peut blesser, par exemple, des musulmans que j'aurais laissé traîner dans un paragraphe sans m'en rendre compte. Et donc, tu sais, dans cette optique-là, j'ai fait relire aussi par des gens qui connaissent les façons d'entrer en Syrie à partir de la Turquie pour que ce soit réaliste. Bon, il y a, je le disais tantôt, une espèce de complot bactériologique là-dedans. Qui peut sembler un peu gros, mais en fait qui est bâti sur des bases scientifiques quand même assez solides. Alors il y a une prof, une PhD en microbiologie qui m'a donné un coup de main pour bâtir cette théorie-là. Alors je dis pas que c'est faisable maintenant, mais c'est pas de la si grande science-fiction que ça. En tout cas, je te l'ai dit, je pense, je ne veux pas, encore une fois, brûler trop de punch, mais à Paris, il y a quelques jours, il y a 12 combinaisons anti-Ebola qui ont été subtilisées au commissariat de Paris.